Sur le plan de la santé, le dioxyde de soufre réagit aussi avec l'humidité des poumons et attaque alors les voies respiratoires. C'est vraiment du très beau temps partout, ou presque. Il y a quand même pour cet après-midi. Chers amis internautes, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, je viens rebondir sur cette nouvelle qui est relayée par pas mal de plateformes écrites comme vidéo. Je veux parler des médias sur l'odeur de soufre qu'ils ont senti à Paris et dans les environs. Alors, je tenais à vous dire que toutes les personnes qui ont été en contact avec la pluie qui en est découlée plus tard ont été victimes de malaise, mal de tête, nausées, vertiges, problèmes respiratoires. Moi qui vous parle, hier, ça m'est arrivé, j'étais sous cette pluie qui tombait dans les environs de Paris. Et j'ai pris ça pour moi au début. Et je me suis renseigné dans mon quartier chez plusieurs personnes. Toutes les personnes qui ont été en contact avec cette eau, avec cette humidité, ont été victimes de la même chose. Donc, soit nous étions dans une hallucination généralisée, soit il y a vraiment eu un problème. C'est ce que je pense. Parce que moi qui vous parle, j'ai payé les frais. Donc, c'est avec beaucoup de recul que je reviens sur ce que je ne cesse de vous dire dans mes capsules. Le système est capable de vous empoisonner par tous les moyens. D'ailleurs, qu'ils le font déjà, je vous ai dit, par votre alimentation, par les eaux. Je ne vous parle même pas de votre intoxication intellectuelle. Donc, voilà qu'une fois de plus, l'occasion nous est donnée de rebondir sur les chemtrails. Je prendrai le temps de sélectionner quelques posts que je vous avais fait sur le sujet, de les synthétiser et de vous les mettre à disposition. Mais pour le moment, souffrez de prendre connaissance de ce à quoi vous êtes exposé. En suivant cette capsule, en la partageant au maximum, vous aiderez des gens à comprendre dans quel monde ils vivent. Vous aiderez les gens à comprendre dans quel monde ils vivent en partageant cette capsule. Je vous souhaite bon courage. Je vous demande d'être très vigilant et je vous demande, si possible, de la liker pour qu'elle puisse avoir un bon référencement. Je ne cesse de vous le dire, ça ne vous coûte pas un centime de liker. D'accord? Je vous aime, je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous, ciao, ciao. Que pouvez-vous nous dire de l'origine de cette odeur de soufre ce soir sur l'île de France ? Alors l'origine pour le moment est inconnue. Nous avons effectivement via la cellule de crise eu la remontée de très nombreux signalements d'une odeur soufrée à Paris, mais au-delà avec plusieurs départements limitrophes. Première information, il n'y a pas à ce stade d'incendie de nature privée ou industrielle susceptible d'expliquer cette odeur. Donc nous regardons deux hypothèses. La première, c'est est-ce qu'un incident industriel aurait pu provoquer ça et qui n'aurait pas été encore déclaré auprès des pompiers, ou plus probablement une suspicion que les fortes précipitations aient pu provoquer un brassage des eaux d'assainissement et qui fait remonter de l'acide sulfurique et qui crée cette sensation d'odeur d'œuf un peu pourri, d'odeur de soufre telle qu'elle est remontée. Mais pour l'instant, pas de signalement d'incident grave par les pompiers et nous allons continuer les investigations, mais pas de raison de s'alarmer pour le moment. Alors, on voit à l'instant le tweet que vous avez fait il y a quelques instants. Vous mentionnez qu'il n'y a pour l'instant pas d'incident industriel signalé. Je reviens là-dessus parce que vous venez d'employer cette expression. Évidemment, pour les Français, elle est quand même significative. Il y a eu l'incendie à Lubrizol
qui a empoisonné la vie, sans mauvais jeu de mots, de milliers de personnes. Évidemment, c'est une crainte. Donc vous investiguez aussi cette piste-là d'un incident possible industriel. Oui, c'est-à-dire que nous, c'est simplement les pompiers. Hein. Les pompiers sont appelés dans ce type d'incident et pour le moment, aucun événement n'a été remonté de nature à expliquer une pollution olfactive de ce type-là. Donc, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. Et donc, pour le moment, on met plutôt ça sur le dos des précipitations qui ont quand même beaucoup brassé les réseaux souterrains, les réseaux d'assainissement. Mais on va suivre ça dans les minutes et les heures qui viennent, mais aucune raison de s'alarmer. C'est John Edgar Hoover, qui était le patron du FBI, qui disait que l'individu est placé devant une conspiration tellement grande qu'il a du mal à admettre que ça existe. En fait, moi j'ai été élevée à la campagne, donc je regarde souvent le ciel, contrairement à beaucoup de gens maintenant qui regardent leur iPhone et leur tablette et le match de foot à la télé. Moi, j'ai été élevée à regarder les étoiles, ce qui se passait là-haut, quoi. Et donc, ça fait un bon moment que je me disais que ce qui se passait était pas normal, que ce qu'on voyait dans le ciel, c'était pas le ciel d'avant, qu'il y a plus d'orages comme on les connaissait avant, où on comptait entre le tonnerre et l'éclair pour savoir si l'orage se rapprochait ou si l'orage s'éloignait. Ça n'existe plus. En tout cas, dans la région parisienne, on a de temps en temps 2 coups de tonnerre, mais jamais des orages vraiment. Et donc je me posais beaucoup de questions et je suis tombée un jour dans mes recherches sur un Monsanto qui avait breveté des plantes qui résistaient à l'aluminium. Donc je me suis dit que pourquoi l'aluminium? Enfin, il n'y a pas de raison de breveter des plantes résistantes à l'aluminium, sauf si on sait qu'on est en train d'en épandre. Et donc, ça corroborait ce que je voyais dans plein d'écrits, à savoir que les gens qui faisaient analyser leurs terres dans plein de pays du monde trouvaient des taux d'aluminium absolument gigantesques, c'est-à-dire 63 000 fois plus élevés dans certains endroits, soi-disant purs de la planète, que la dose normale et admise par les normes de sécurité. Et donc j'ai vraiment commencé à enquêter sérieusement et il y a beaucoup de choses qui me sont revenues, c'est-à-dire que j'ai vécu une quinzaine d'années en Californie, j'allais souvent chez les Indiens Navajo et eux me disaient, ils regardaient le ciel et ils me disaient "They're spraying us like cockroaches", ils nous pulvérisent comme des cafards. Et je trouvais ça bizarre à l'époque, je me disais peut-être qu'ils ont un peu trop tiré sur le calumet. Je comprenais pas, j'étais pas au courant de tout ça, quoi. Et en fait, en recherchant, je me suis rendu compte là que c'est vrai, il y a des épandages sur nos têtes constants depuis au moins 50 ou 60 ans quand on retrouve les documents. Et donc, pour expliquer aux gens qui ne savent pas ce que c'est, on nous dit que ce sont les avions de ligne qui laissent des traces dans le ciel. Il y a effectivement certains avions de ligne qui laissent certaines traces dans le ciel, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'un avion de ligne normal qui laisse une trace, au fur et à mesure que le nez de l'avion avance, la trace s'enlève, enfin disparaît derrière. Dans le phénomène de ce qu'on appelle chemtrails, c'est-à-dire chemical trails, les traces chimiques, on voit bien l'avion, on voit une trace qui est beaucoup plus longue que normale et qui ne disparaît pas au fur et à mesure que l'avion avance, mais qui se désintègre et qui touche les traces d'à côté. Parce qu'en fait, ce qui se passe maintenant, si vous regardez le ciel quand il fait beau, quand le ciel est bleu, au bout d'un certain temps, un jour, 2 jours, une demi-journée, le lendemain matin, vous voyez les avions arriver en escadrille, c'est-à-dire ils arrivent et ils quadrillent carrément le ciel à angle droit. Donc déjà, c'est pas normal, parce qu'on n'a jamais vu, enfin moi j'ai habité à Los Angeles justement, dans les collines où on voyait très bien l'aéroport, et les avions décollent tous dans le même sens et atterrissent tous dans le même sens. Ils se croisent pas, ils font pas du gymkhana au-dessus de nos têtes, quoi. Donc ça c'est déjà anormal. Et ces traînées dans s'agglomèrent entre elles et
et forment un couvercle. C'est ce qui fait qu'on ne voit plus le ciel avec les nuages qui arrivent, ce qui faisait dire à nos grands-parents « Tiens, il va y avoir orage » ou « Tiens, il va grêler » ou « Il va neiger ». Maintenant, on voit le ciel bleu, immédiatement après que les avions passent, on voit un couvercle au-dessus de nos têtes. Ça, c'est dû à des épandages chimiques. Et même s'ils disent que c'est pas vrai, c'est vrai. Il y a maintenant des preuves que non, moi quand j'étais aux États-Unis et qu'on disait mais non c'est pas vrai, ils sont fous ces Indiens, etc. Et plein d'autres endroits, Las Vegas, le Marineland, il y avait beaucoup d'endroits où les gens se plaignaient. On leur disait d'aller se faire interner parce qu'il se passait rien. En fait, si, parce qu'il y a eu des documents que j'ai retrouvés, qui sont des documents déclassifiés de l'armée américaine, qui ont été déclassifiés en 2004, à la demande de journalistes de l'AFP, et qui prouvent bien, les documents sont à la disposition des gens maintenant, et on voit bien qu'ils ont épandu au-dessus de Vegas, au-dessus de Corpus Christi, du Marineland, de plein d'autres endroits au-dessus des États-Unis. Alors, ils ont épandu du barium, du strontium, de l'aluminium. Il y a même à Corpus Christi, et je ne sais plus dans quel autre endroit, ils ont épandu des bactéries pour faire des essais pour la guerre du Golfe et pour voir quel est le pourcentage de gens qui allaient développer un cancer en dessous. C'est très intéressant. Donc on se dit que, enfin moi personnellement, je me dis que s'ils nous ont menti pendant 30 ans, j'ai pas l'impression qu'ils soient devenus plus honnêtes. Donc j'ai tendance à croire que ce que je vois c'est la réalité, ce que nous voyons est la réalité et pas ce qu'on nous dit dans les médias mainstream. Les traînées de condensation ne se forment qu'à moins 40 degrés avec plus de 70% d'humidité et les avions de ligne volent obligatoirement depuis 2002 ou 2004 au-dessus de 8000 mètres d'altitude. Donc si c'était des avions de ligne, on les verrait pas, sauf à habiter à côté d'un aéroport et voir les avions qui décollent ou atterrissent. Donc ce sont des mensonges purs et simples, comme le fait de... Enfin, je veux dire, moi j'ai pris l'avion pendant des années de ma vie, j'ai jamais vu d'avion qui revenait à l'aéroport parce qu'ils avaient oublié quelque chose. Donc quand on en voit qui arrivent au bout de l'horizon et qui repartent dans l'autre sens et qui quadrillent, ça ne peut pas être des avions de ligne. En plus, depuis, il y a eu des tas de témoignages de gens qui sont mécaniciens, etc., sur les avions, qui ont expliqué comment les avions étaient, comment échanger les équipements des avions pour que les épandages puissent se faire de manière sans qu'il y ait beaucoup de gens qui soient au courant. Et aussi, il y a des écrits d'ailleurs qui datent de 1970 d'un monsieur qui s'appelle Zbigniew Brzezinski et qui était l'éminence grise de tous les présidents américains, qui est toujours d'ailleurs le conseiller d'Obama et qui était le conseiller de tous les présidents démocrates et républicains et qui disait déjà à l'époque qu'il y aurait des épandages comme ça et que le climat deviendrait l'arme absolue de l'Amérique. Imaginez aussi, c'est pas très naturel, qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Many people confuse chemtrails with the normal jet contrails. The difference is that the normal jet contrails actually dissipate within minutes, while the heavy metals in the chemtrails cause those trails to persist for hours. And it's not a hypothetical thing. There are 32 states that already have legislation that's related to weather modification. The U.S. agencies that are documented to be involved in it include the U.S. Air Force, the National Oceanic and Atmospheric Administration, the U.S. Department of the Interior, the National Science Foundation, and I know China boasted about using cloud seeding and weather changing before the 2008 Olympics in order to keep the opening ceremony dry. I personally don't know anybody who is informed who isn't concerned, although the range of concerns is vast. For some, it might be that they think that this is a benevolent weather modification program, like putting snow on ski slopes in a bad season, but that it's inadvertently having some negative health impacts. Somebody else might think that the so-called solar radiation management is backfiring because the supposed idea is that you blanket the sky with these heavy metals and it reflects the sun back to itself. However, it's also creating a blanket and trapping the heat in, and so they are concerned about that. Somebody else
might think that it's a corporate agenda to get an upper hand on commodities trading by being able to control and therefore predict the weather. And when you realize that 80% of the global economy is impacted by weather, that would certainly give someone an upper hand. Somebody else might just think it's a very sinister plan to sicken people and further control our food supply. The point is that there are any number of concerns, no matter what belief system motivates you. Ce sera, je pense, la dernière question. On ne voudrait pas vous fatiguer, Monsieur Reeves. Donc ce serait la dernière question maintenant. Allez-y. Oui, je suis là. Où est-ce que vous êtes? Ah, là-haut. Oui, d'accord. Ouais. Moi aussi, merci d'être venu nous voir. Je voudrais repasser sur des choses un peu moins jolies. On parlait tout à l'heure de refroidissement du climat. Et apparemment, de temps en temps, la science a tendance à passer sur des choses qui peut-être dépassent son rôle. Mais je voudrais parler des projets de géo-ingénierie. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler des chemtrails. Et ce que vous en pensez aussi. Chemtrail, oui. C'est ce qui s'est passé le 11 septembre. Ce sont les traces laissées par les avions, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est qu'on a remarqué que, vous vous souvenez tous du 11 septembre, et ce jour-là, tous les vols ont été arrêtés partout sur la planète parce qu'on avait peur. Et ça a eu un effet visible. On s'est aperçu que les variations de température du matin au soir étaient plus faibles qu'auparavant. C'est-à-dire que les traces laissées par les avions jouent un rôle à l'échelle planétaire. Il y en a suffisamment aujourd'hui pour jouer un rôle à l'échelle planétaire. C'est un exemple de plus de l'importance de notre activité sur la planète. Mais je ne sais pas si c'est ça que vous vouliez mentionner. La controverse va jusqu'à prévoir, à faire l'hypothèse que des épandages d'aérosols, notamment contenant du barium et de l'aluminium, seraient répandus dans toute l'atmosphère terrestre pour faire je sais pas comment c'est, radiative forcing, pour renvoyer, en fait, faire un... C'est pour ça que vous avez parlé de bio-ingénierie. Oui, ça veut dire avoir des entreprises à l'échelle de la planète. Alors, le problème, c'est que quand on se lance dans des opérations comme celle-là, il faut être certain que les avantages qu'on aura ne seront pas moindres que les désavantages que l'on va créer. C'est ça, c'est ce qui s'appelle le principe de précaution. Et en particulier, il y a eu une expérience qui a été faite à un moment donné. On s'est dit, le gaz carbonique dans l'atmosphère, il est beaucoup absorbé par le plancton, par les petits animaux qui vivent dans la mer. C'est une des principales sources de capture du gaz carbonique. Donc on s'est dit, on va essayer d'augmenter cette ouverture, cette capture de gaz carbonique par le plancton. Et on s'est aperçu que l'activité du plancton était limitée par le manque de fer. Si on donne du fer, des atomes de fer au plancton, ils vont être plus actifs et ils vont prendre plus de gaz carbonique. Alors on a dit, on va faire une expérience dans un espace, dans un certain pool quelque part, et on va ils ont jeté beaucoup de poudre de fer dans la mer. Ça a augmenté l'activité du plancton, mais ça a généré des substances toxiques beaucoup plus graves qui fait qu'on a arrêté là. Alors c'est ça, la bio-ingénierie, c'est attention, ne jouez pas à l'apprenti sorcier, parce que vous ne savez pas si ce qui va en sortir ne sera pas bien plus grave que ce problème que vous avez pensé résoudre. C'est tout ce qu'on peut dire. C'est pas impossible. Il y a beaucoup de projets qui ont été présentés, celui dont vous avez parlé. Mais les gens maintenant font attention parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas prévoir les conséquences. Il peut y avoir des conséquences inattendues qui sont beaucoup plus graves. Désolée. Juste, il y a certaines personnes qui pensent que ces épandages ont lieu actuellement. Ça, je ne suis pas au courant. Non. Quelqu'un est au courant?
Des épandages de... De ces 3 métaux lourds, barium, aluminium et barium, aluminium et strontium. Qui auraient pour effet d'augmenter de refroidir la Terre. Comme le soufre, oui. Mais avec un effet 4 fois plus fort. Ah oui. Et par contre, y a un film qui se trouve sur Internet et qui se trouve et qui s'appelle What in the World Are They Spraying? Et dedans, c'est pas mal de gens qui font des recherches pour voir. Et ils arrivent à mettre en évidence que l'aluminium et le barium se trouvent en très grande quantité dans les espaces naturels de façon anormale. Ah. Écoutez, je vais essayer de m'enquérir, je ne suis pas au courant. Voilà, je ne voudrais pas jouer le censeur, mais nous allons arrêter les questions pour laisser M. Rives se reposer. Hein, c'est pour cette raison. Et je vous demande d'applaudir de nouveau M. Rives. Madame, monsieur, bonjour. Il n'y a rien à voir, circuler. C'est un peu ce qu'on pourrait dire aujourd'hui. En fait, on a un beau ciel bleu à voir et vous allez pouvoir constater aussi que c'est sur toute la France. Vous l'avez vu d'ailleurs dans le journal de Jean-Pierre Pernaut. Alors certes, des nuages commencent à remonter d'Espagne avec cet après-midi, peut-être dans votre ciel, dans le sud-ouest, 2 ou 3 filaments, un petit cumulus sur les Pyrénées, sur les Alpes. Et là aussi, quelques nuages élevés. Un point, c'est tout. Alors, tout ceci va-t-il durer? Ça, c'est la question. Et la réponse, la voici. Tout ça par la position de l'anticyclone, bien évidemment, qui va se décaler. On a un petit système dépressionnaire là sur l'Espagne qui commence à remonter inévitablement. Donc demain matin, on en aura plutôt les prémices sous forme de nuages élevés qui devraient s'installer de la Garonne en remontant jusqu'à la Manche. Beaucoup de soleil partout ailleurs. Là aussi, vous aurez du soleil avec quelques nuages bas près de la Méditerranée et sur le nord-est de la Corse le matin. Dans le sud-ouest, nouveau voile nuageux qui va remonter dans l'après-midi alors que le précédent va se décaler vers la Champagne-Ardenne. Et à noter ce vent, notamment le vent d'OTAN qui va se renforcer dans l'après-midi. Voici. Madame, monsieur, bonjour. Encore une journée très estivale, mais comme prévu, les nuages élevés commencent à arriver sur les régions de l'Ouest. En voici un exemple presque imperceptible d'ailleurs sur l'île de France et on les aperçoit ici aussi, ces nuages élevés, alors que d'autres beaucoup plus épais sont en train de remonter d'Espagne. Donc cet après-midi, il risque de lâcher quelques gouttes d'ailleurs vers les Pyrénées. À noter beaucoup de vent d'OTAN du côté de Toulouse. On retrouve ce voile assez fin, encore lumineux sur une bonne partie du pays, mais pas sur l'extrême nord, sur l'Alsace. Et dans le sud-est, vent de sud aussi dans la vallée du Rhône. Et de ce fait, les températures seront très élevées cet après-midi. Vous écoutez RTL. Grande douceur d'ores et déjà, Marina Giraudot. 23 degrés à Biarritz, température relevée à 7 heures, 16 degrés à Bordeaux, il fait 14 degrés à Nantes, on a 13 à Paris, des températures déjà 3 à 5 degrés au-dessus des normales de saison. Il y a un petit peu de fraîcheur quand même sur le nord-est, on a 4 à Nancy, 5 à Strasbourg. Alors cet après-midi, ce sera doux pour quasiment tout le monde, 10 à 14 degrés au-dessus des normales de saison, température digne d'un mois de juillet. Il fera 28 à Bordeaux et à Montauban, ainsi qu'à Cognac, à Limoges, à Clermont-Ferrand, 27 à Paris, 27 aussi à Lyon, à Nantes, à Bourges, à Angers, à Nevers, à Tours ou encore à Orléans.
Orléans, 26 à Brest. Peut-être qu'on va battre un record de douceur pour un mois d'avril à Brest. On en parlera demain. 25 à Lille, 23 à Cherbourg, 21 au Havre, 18 degrés à Nice. Un peu plus frais sur le littoral méditerranéen en raison un peu de grisaille ou alors d'un peu de vent. Et sinon, du côté du ciel, il y a un ciel voilé sur l'ouest du pays, mais bon, ça reste agréable, qui va ensuite s'étendre à tout le pays. Donc profitez du soleil ce matin, ce sera plus voilé cet après-midi, mais enfin bon, on peut être en terrasse quand même. Hein. On guette tout cela avec... De nord-ouest. Et puis, ce que je voulais vous montrer, c'est ceci. C'est assez exceptionnel. Ce sont en fait des nuages. On les voit très bien, toute cette ligne. Alors, ce sont les navires, figurez-vous, avec la condensation. C'est un petit peu ce qui se passe fréquemment par les avions. Là, ce sont les navires qui provoquent de la condensation. Et comme on a un anticyclone qui fait comme un couvercle, ça bloque ces traînées nuageuses à basse altitude. Ce sont des nuages bas. Regardez d'ailleurs où se trouve Association citoyenne pour le suivi, l'étude et l'information sur les programmes d'intervention climatique et atmosphérique. Nous venons d'envoyer une lettre recommandée à chacun des directeurs de Météo France. C'est une lettre ouverte. La voici. Vous pouvez la reproduire et la diffuser aussi largement que vous voulez, mais ne l'affichez pas dans les endroits interdits à l'affichage. Merci d'avance. Lettre ouverte à Météo France. A.M. François Jacques, président de Météo France, Madame et Messieurs les directeurs. Christophe Maosek, Olivier Gupta, Alain Soulan, Yves Glaise, Philippe Dandin, Emmanuel Legrand, Françoise Ruiz, Jean-Marc Bonnet, Philippe Bougeot et François Lalaurette. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les directeurs. J'ai découvert avec étonnement que Météo France a ajouté récemment de nouveaux éléments à son catalogue de symboles. Désormais, il existe les symboles soleil voilé et ciel voilé. J'en déduis que ces nouveaux symboles illustrent d'un nouveau phénomène de la météo, un soleil voilé ou un ciel voilé. Nous sommes habitués depuis quelque temps à ce que les présentateurs météo à la télévision, à la radio et sur l'internet nous rassurent sur ces nouveaux phénomènes avec des phrases comme un voile en haute altitude, le ciel légèrement voilé, sans conséquence et le très percutant, un ciel pas vraiment bleu. Je fais partie d'une association environnementale active dans l'observation du ciel, et plus particulièrement dans le recensement et l'observation des traînées persistantes des avions. Suite à nos observations, nous sommes en position de pouvoir affirmer avec certitude que les nouveaux phénomènes météorologiques du soleil voilé et du ciel voilé sont la conséquence directe des nombreuses traînées persistantes des avions qui forment une couche nuageuse artificielle blanchissant le ciel, et cela dans toutes les conditions de météorologie ambiante. Par conséquent, il nous semble que Météo France vient de franchir un cap très grave, la dissimulation d'un phénomène météorologique non naturel, à l'aide de visuels créés dans le but d'institutionnaliser et banaliser ces phénomènes artificiels. Ce phénomène de pollution atmosphérique par des avions avec des conséquences météorologiques immédiates coïncide étrangement avec des tendances actuelles qui soutiennent de plus en plus ouvertement la géo-ingénierie du climat, et plus particulièrement la gestion du rayonnement solaire qui propose la dispersion de particules chimiques par des avions dans l'atmosphère afin de bloquer la lumière du soleil. Nous citons ici l'Agence nationale de la recherche qui a lancé un appel en mai 2012 Géo-ingénierie du climat. Quelle recherche et quel partenariat, établissant par la suite le groupe de recherche ARP Réagir, réflexion autour de la géo-ingénierie environnementale, qui semble travailler actuellement sur ce sujet de manière confidentielle. Nous avons constaté que Météo France utilise ce nouveau symbole soleil voilé sur les cartes de prévision météo pour annoncer par avance un ciel effectivement couvert de traînées persistantes. Nous demandons donc à Météo France, quel est le descriptif interne qui accompagne les deux nouveaux symboles? Est-ce que Météo France est partenaire du groupe Réagir? Est-ce que Météo France est au courant de programmes de géo-ingénierie? France Météo est un service public et a donc l'obligation de répondre aux questions de citoyens concernés par le problème de la pollution atmosphérique et les conséquences météorologiques et environnementales. Dans l'attente de vous lire, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Bonjour, c'est Evelyne Delia. Alors, mon souvenir de Noël, c'est certainement le souvenir le plus ancien de ma mémoire, tout simplement parce qu'à cette époque, je croyais encore au Père Noël. Et mon père m'avait dit, cette nuit, le Père Noël va passer et il va déposer au pied du sapin les jouets que tu as commandés. Donc, je me dis, est-ce que le Père Noël va passer cette nuit? Je vais entendre du bruit, c'est dans la pièce à côté. Quand j'entends du bruit, je me lève pour voir le Père Noël. Donc,
Évidemment, on a les gestes quotidiens et les idées qui nous viennent tout de suite à l'esprit, c'est ne pas laisser couler inutilement l'eau au robinet, préférer les douches au bain. Mais moi, j'irai aussi plus loin. Je pense à la mer et je pense aux plaisanciers, surtout, qui sont en mer en été et surtout, ne jetez rien par-dessus bord. C'est tellement facile de le faire, évidemment, on est tout seul en mer, il n'y a personne tout autour, et puis on se dit un petit sac plastique, c'est rien par rapport à l'océan. Si, c'est beaucoup pour l'océan et c'est beaucoup aussi pour la faune. On sait par exemple que les dauphins meurent, sont étouffés à cause de sacs plastiques. Un sac plastique suffit. Donc sachez, vous plaisanciers, ils le savent de plus en plus, mais c'est vrai que c'est important à dire, c'est qu'il existe dans les ports des lieux spécifiques pour jeter ces déchets. Donc, attendez d'être dans ces ports de plaisance pour le faire et ne jetez plus rien en mer. Le dioxyde de soufre est émis lorsque des substances non désulfurées, comme les produits pétroliers ou le charbon, sont brûlées. Une fois relâché dans l'atmosphère, le SO2, en contact avec la vapeur d'eau, se transforme en acide sulfurique et retombe sous forme de pluie acide. Ces dernières agressent les arbres comme les plantes cultivées, diminuent la fertilité des sols, acidifient l'eau des rivières et des lacs et perturbent la vie qui s'y développe. Elles attaquent également l'enveloppe des bâtiments et les conduites d'évacuation. Sur le plan de la santé, le dioxyde de soufre réagit aussi avec l'humidité des poumons et attaque alors les voies respiratoires. Dans les années 1980, pour sauver les forêts d'une mort annoncée, les combustibles et les carburants ont été désulfurés. Les moteurs des véhicules améliorés, les installations de chauffage et les processus industriels rationalisés. Le problème est aujourd'hui largement réglé en Europe de l'Ouest. Il touche cependant encore les pays en développement où nombre des sociétés occidentales ont d'ailleurs délocalisé leurs centres de production. When I look at Africa, many questions come to mind. Many times I ask myself, what would happen if Mwalimu were to rise up and see what is happening? Et je me suis promis que quand il y aurait autre chose, plus jamais je croirais ce qu'ils disent et que j'irai chercher moi, plus jamais je croirais ce qui s'est dit aux infos, mais que j'irai chercher moi mes propres informations. Donc en fait j'ai commencé mes enquêtes au moment du H1N1 parce que je me suis dit qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Donc j'ai commencé à aller regarder sur le net d'abord et puis après j'ai trouvé des trucs un peu bizarres. Donc je suis tombée sur une dépêche d'une agence russe qui disait que Baxter avait envoyé 80 kilos de vaccins dans ses filiales du monde entier qui étaient prêts à être fabriqués. C'est-à-dire normalement les gens prenaient la souche et fabriquaient les vaccins tout ça, sans plus de contrôle. Et en fait il y a un mec en Ukraine qui lui a dit tiens je vais quand même les tester sur mes hamsters et tous ces hamsters sont morts. C'est-à-dire que si ce mec avait pas fait ça, on risquait tous d'avoir des graves problèmes parce que les vaccins n'étaient pas du tout, Alors évidemment, Baxter s'est défendu en disant oui, il y a eu un problème de sécurité et tout. Quand on enquête un peu, on se rend compte que c'est absolument impossible. Les labos où ils font ça sont des labos où il y a 3 systèmes de sécurité, ça peut pas arriver, quoi. Et en même temps, je me suis rendu compte que le gouvernement américain avait fait passer une loi pour voter l'impunité des labos en cas d'effet secondaire, par exemple. Ça donne vachement confiance. C'est comme vous signez une décharge en arrivant chez votre garagiste et pour dire que si jamais votre voiture vous tue en sortant, c'est lui il est pas concerné, quoi. Enfin tout était comme ça, c'était assez bizarre. Donc du coup je me suis mise à enquêter sur tous les vaccins. Mais je trouvais des trucs tellement terribles que j'allais demander à des experts que je trouvais qui avaient l'air d'être intègres ce qui se passait, quoi. Est-ce que je comprends bien, etc. Et ils m'ont dit oh, ben c'est bien pire que ce que tu crois. Je dis ah bon. Et donc j'ai enquêté sur l'hépatite B par exemple. Je
je me suis rendu compte que l'hépatite B, il y avait 80 000 enfants sur des fauteuils roulants en France avec des scléroses en plaques dont on ne parlait pas. Et c'était des enfants qui avaient été vaccinés contre l'hépatite B. Donc j'ai demandé bêtement, mais pourquoi ils continuent les campagnes sur l'hépatite B s'il y a déjà 80 000 enfants sur des fauteuils roulants? Et là, je me suis entendu répondre, oui, mais des enfants qui sont sur un fauteuil roulant depuis tout petit pour lesquels qu'on va devoir indemniser pour toute leur vie, ça coûterait trop cher, donc il ne faut pas qu'ils reconnaissent que que le vaccin induit cette maladie, sinon les labos auraient trop cher à payer. Donc on continue à plomber d'autres enfants pour pas reconnaître et pour pas avoir un manque à gagner. Donc j'ai trouvé ça ahurissant, quoi. Après je me suis occupée D'abord j'ai regardé dans le temps, est-ce que c'était pareil avant? Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait 60 ans qu'ils nous mènent en bateau pour... Il y avait eu la grippe aviaire avant, où chaque fois qu'on voyait un oiseau se poser dans le jardin, on disait « Mon Dieu, je vais mourir ». En fait, on n'a jamais vu la grippe aviaire non plus. Avant, il y avait eu la grippe espagnole. Enfin, je veux dire, et quand on regarde tous les documents, on s'aperçoit que c'est du foutage de gueule. Et par exemple, Bill Gates, qui a fait une campagne où on dit « Ouais, c'est un bienfaiteur de l'humanité, il est allé vacciner les petits Africains. Il a éradiqué la polio en Afrique ». Certes, c'est vrai, la polio n'existe plus en Afrique, mais maintenant les enfants meurent d'un truc qui s'appelle la paralysie flasque aiguë. Et la paralysie flasque aiguë, c'est le virus vaccinal. C'est-à-dire que maintenant, ils ne meurent pas du virus sauvage, ils meurent du virus qui était contenu dans le vaccin. Donc voilà. Les vaccins contiennent aussi de l'aluminium qui migre directement au cerveau et qui rend les gens, ce qui induit Alzheimer, toutes les maladies neurodégénératives. Et il y a aussi du mercure, il y a des vaccins qui contiennent du mercure, qui évidemment induit l'autisme. Alors ils savent depuis 2004 que les vaccins qui contiennent du mercure